Alors, je suis très, très content d'introduire Hélène Morland cet après-midi pour complémenter ce que je vous ai raconté lors de mes leçons précédentes. Hélène Morland est chef d'équipe à l'École normale supérieure, notamment dans l'Institut de biologie. C'est aussi où se trouve mon labo également. Donc, nous sommes collègues dans le même établissement. Nous avons aussi travaillé ensemble pour certaines choses. On continue à travailler ensemble et nous avons des expertises vraiment très complémentaires. Donc, Hélène va nous parler aujourd'hui de certains aspects de macroévolution, de macroécologie, je suppose, qui sont liés sans doute à ce que j'ai raconté lors de mes leçons. Donc, Hélène, je te passe la parole et après, je reviens pour te poser quelques questions ensuite. Merci, Chris. Bonsoir à vous. Donc, ce soir, je vais vous parler d'étudier les changements en biodiversité dans un passé lointain à partir en particulier de données actuelles. Donc, effectivement, cet exposé va s'appuyer sur pas mal de choses dont Chris vous avez déjà parlé, en particulier des faits sur la biodiversité, comme le fait que, par exemple, la richesse spécifique, le nombre d'espèces dans un groupe taxonomique donné soit réparti de manière très hétérogène dans l'arbre du vivant. Donc, si par exemple, on se place juste au niveau des mammifères et on regarde le groupe auquel nous appartenons, les primates, c'est un groupe qui est très pauvre en espèces par rapport à un autre groupe tel que les rongeurs. Si on regarde la façon dont la richesse en espèces est distribuée sur la surface de la planète, on a également une très grande hétérogénéité avec des zones qu'on appelle des points chauds de la biodiversité, comme les régions tropicales ou les régions de type méditerranéenne. Comme Chris l'a très bien montré aujourd'hui, on a également une très grande variation de la richesse en espèces au cours des temps géologiques, avec des périodes d'explosion de la diversité où il y a une accumulation très importante d'espèces et d'autres périodes où il y a des extinctions massives ou des extinctions moins massives, mais des déclins de la biodiversité. Donc tout au long de l'histoire du vivant, on a ces variations dans les niveaux de richesse spécifiques que l'on peut trouver sur la Terre. Et comme Chris l'a très bien décrit aujourd'hui, il y a un couplage entre ces variations dans la diversité du vivant et les variations environnementales. Donc, si on regarde des variations géochimiques, des variations dans l'environnement, qui peuvent être liées, comme Chris l'a montré, à des éruptions volcaniques ou à des impacts d'astéroïdes. Donc, on a ce couplage entre changements environnementaux et changements dans la diversité du vivant. Et ce couplage biogéochimique est médié par les traits des espèces, donc par en partie l'évolution de ce qu'on va appeler les phénotypes. Donc, c'est toutes les caractéristiques qui caractérisent les espèces passées et actuelles, comme leur structure morphologique ou les métabolismes qu'elles peuvent utiliser. Et donc, en particulier, donc ce couplage biogéochimique médié par les traits est très bien illustré par cet épisode dont Chris a parlé de l'arrivée des plantes aquatiques dans le milieu terrestre, de l'invasion du milieu terrestre par les plantes. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre et étudier les variations de la biodiversité dans un passé lointain. Comme déjà noté par Chris, on a vraiment l'importance pour comprendre les niveaux de richesse spécifique à un moment donné ou à un endroit donné sur Terre, l'importance des processus de spéciation et d'extinction. Donc, plus on a de spéciation, effectivement, plus on va accumuler de richesse, plus on a d'extinction et plus on va avoir des diminutions de la diversité. Et si on veut en plus comprendre des niveaux de richesse à un endroit donné, il faut aussi prendre en compte les événements de dispersion. Donc là, par exemple, on voit l'illustration d'une hypothèse qu'on a pour expliquer le fait qu'il y ait plus de diversité dans les tropiques, qu'on appelle l'hypothèse de out of the tropics, donc en dehors des tropiques, où on a des niveaux d'origination, donc de spéciation plus élevés dans les zones tropicales,
des taux d'extinction plus faibles et des événements de dispersion plus importants depuis les zones tropicales jusqu'aux zones extratropicales qui vont expliquer le gradient de richesse spécifique qu'on voit aujourd'hui quand on va des tropiques jusqu'au pôle. De la même façon, la diversité phénotypique à un moment donné ou aujourd'hui est le résultat de l'accumulation d'innovations phénotypiques. Donc, on a eu l'exemple des plantes terrestres avec l'accumulation progressive d'abord de racines, puis d'associations avec les champignons arbusculaires et puis les ectomycorhizes, et donc ainsi de suite. Donc l'accumulation d'évolutions phénotypiques qui vont expliquer la diversité phénotypique que l'on voit au cours du temps. Et donc, pour étudier ces processus, le premier outil, les premières données qu'on a eu à disposition, c'était les données fossiles, avec donc beaucoup d'exemples qui ont déjà été mentionnés dans les cours précédents, où on a pu retracer ou estimer comment, par exemple, les taux de spéciation et d'extinction ont varié au cours des temps géologiques. Et effectivement, dans ce cas-là, on a beaucoup d'exemples qui viennent du monde marin, des macro-invertébrés marins, qui ont laissé des coquilles et donc qui ont permis en fait de retracer de telles courbes. Pareil pour ce qui est du couplage entre changements environnementaux, donc ici on voit les changements en température à droite, et des changements de diversité dans les morphotypes mesurés dans du pollen de plantes. Et donc, on voit à l'œil nu un petit peu ici ce couplage qu'il y a entre augmentation des températures et augmentation de la diversité des plantes. L'autre aspect, l'aspect phénotypique, où on a pu étudier le mode et le tempo de l'évolution phénotypique sur des échelles de temps géologiques. Donc, ça a aussi fait à travers l'étude du registre fossile. Et ici, je voulais donner l'exemple du gradualisme. Donc, comme Chris l'a mentionné, donc, sous l'hypothèse darwinienne d'évolution, on s'attend à avoir des évolutions drivées par la sélection naturelle qui sont lentes, progressives, avec des événements de spéciation qui peuvent être liés en particulier par de l'isolement géographique. Et donc, on a une espèce ancestrale qui a un certain phénotype. Et au cours du temps, quand on a un isolement géographique, on va avoir progressivement, par sélection naturelle, une déviation des phénotypes depuis le phénotype ancestral à des phénotypes nouveaux. Et donc, on s'attendrait, selon cette théorie, à voir dans le registre fossile des changements graduels des phénotypes. Donc, ici, on voit l'exemple des trilobites, qui sont des arthropodes marins. Et on voit, en effet, donc, on en mesure le nombre de ribs sur leur corps. On voit effectivement d'un côté une accumulation graduelle des changements graduels des phénotypes, du nombre de ribs, et aussi une tendance à l'augmentation de ce nombre de ribs au cours du temps. Donc ici, l'exemple effectivement de ce qu'on pourrait s'attendre à voir sous la théorie darwinienne de l'évolution graduelle. Et seulement, c'est un exemple ici, mais de manière générale, dans les données fossiles, on trouve assez peu d'exemples de la sorte. Donc, les trilobites sont un peu l'exemple qu'on trouve dans les livres scolaires. Mais donc déjà, Darwin avait noté que dans les registres fossiles, il y avait assez peu de tels exemples. Donc, voilà ce qu'il disait. Donc, je cite, hein, « Why do we not find the infinitely numerous transition links that would illustrate the slow and steady operation of natural selection? Why is not every geological formation and every stratum full of such intermediate links? Geology surely does not reveal any such finely graduated organic chain. And this, perhaps, is the gravest objection which can be used against my theory. » Donc, de lui-même, en fait, il disait que ce qu'on trouve, en fait, comme données phénotypiques dans le registre fossile peut être l'objection majeure à sa théorie de l'évolution.
Seulement, il trouve quand même une explication à pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de tels changements graduels. Et donc là, voilà, donc c'est The geological record is extremely imperfect, and this fact will to a large extent explain why we do not find interminable varieties, connecting together all the extent and existing forms of life by the finest graduated states. Donc là, l'idée, c'est que il y aurait effectivement une évolution graduelle, mais du fait de ce qu'on appelle le gaps, ce qui manque dans les données fossiles, on va avoir l'impression biaisée qu'en fait, il y a des évolutions rapides des phénotypes sans forme intermédiaire. Donc ça, c'est une interprétation possible, mais que certains ont un peu interprété comme vouloir faire coller finalement ce qu'on observe à des théories plutôt que de construire les théories à partir de ce qui est observé. Et donc, en particulier, il y a Eldredge et Gould qui ont opposé en fait à cette vue gradualiste de l'évolution, donc qui est représentée déjà dans le livre de Darwin, hein, quand il représente son arbre. On voit une évolution graduelle des formes, oppose cette autre vision où les changements phénotypiques auraient lieu majoritairement aux événements de spéciation et seraient rapides pendant les événements de spéciation, avec un mécanisme de spéciation qui n'est plus vraiment un mécanisme de spéciation géographique, mais plutôt l'idée qu'on va avoir des petites populations isolées qui, elles, vont pouvoir évoluer plus rapidement parce qu'elles ont des petites tailles de population. Et donc, de manière génétique, on peut fixer plus rapidement les modifications et avoir des sauts comme ça des phénotypes aux événements de spéciation. Et je vais revenir ensuite au test de ces hypothèses par d'autres approches. Donc beaucoup d'avancées ou de compréhension de la diversité du passé, comment elle a changé au cours du temps, bien sûr, vient des données fossiles. Et puis, il y a eu la révolution génomique, qui a permis d'obtenir aussi des informations à partir du présent. Et donc, Chris nous a montré l'exemple des informations qu'on peut obtenir à partir de génomes entiers sur l'évolution de certaines fonctionnalités et des innovations clés qui ont marqué l'histoire du vivant. Et moi, je vais parler d'une autre approche complémentaire. En fait, les données génétiques et génomiques permettent non seulement de regarder les gènes fonctionnels qui ont permis des innovations importantes, mais également de reconstruire les arbres du vivant, donc les arbres qui lient entre elles les espèces actuelles. Et donc, aujourd'hui, on a de plus en plus de phylogénies qui sont disponibles. Donc, par exemple, pour l'ensemble des mammifères, on peut reconstruire leur arbre du vivant, l'ensemble des amphibiens, des oiseaux. Il y a eu vraiment de gros progrès de manière récente et avec des objectifs de mettre l'ensemble des espèces sur Terre sur un seul arbre du vivant. Donc, qu'est-ce qu'un arbre phylogénétique? Donc, un arbre phylogénétique représente, c'est un peu comme l'arbre généalogique des espèces, hein, ça représente l'ordre et les temps de divergence entre les espèces ancestrales qui ont mené progressivement aux espèces actuelles. Et donc, ces phylogénies, à l'origine, étaient reconstruites à l'aide des traits des espèces, mais maintenant, de manière de plus en plus récurrente, sont construites à partir de leurs gènes. Et donc, on va représenter, on va se servir de la similarité moléculaire génétique entre les espèces. On va représenter dans cet arbre de manière proche les espèces qui sont génétiquement proches et de manière distante les espèces qui sont génétiquement distantes. Ensuite, il y a une autre étape qui est très importante qui est la datation de cet arbre. Et donc, cette datation se fait à partir d'une hypothèse d'horloge moléculaire. Donc, si on représente ici ce qui se passe dans une séquence génétique d'un ancêtre qui va évoluer au cours du temps, donc on peut avoir des mutations qui arrivent dans le génome et qui vont se fixer, donc aboutir à des substitutions. Donc là, par exemple, on a une substitution d'un acide aminé
à cet endroit ici du gène, ici à cet endroit dans une autre espèce. Et puis graduellement, donc au cours du temps, on va avoir l'accumulation de d'autres mutations qui vont aboutir au génome actuel. Et donc, l'idée de l'horloge moléculaire, c'est que les vitesses auxquelles ces substitutions arrivent sont plus ou moins constantes. Et donc, on peut utiliser le nombre de divergences pour retrouver les temps auxquels les ancêtres communs ont divergé l'un de l'autre. Donc, ensuite, ce qu'on peut faire à partir de ces phylogénies d'espèces, et donc ce qu'on fait beaucoup dans mon groupe, c'est d'utiliser des modèles qui vont représenter comment ces phylogénies ont pu arriver, ont pu se développer au cours du temps, au cours de l'évolution des clades. Donc, comme je disais, donc, la richesse spécifique, c'est le résultat de la succession d'événements de spéciation et d'extinction. Et ça, on le voit donc dans le graphique représentatif ici, donc d'une lignée ancestrale qui se diversifierait jusqu'à expliquer la diversité actuelle. Donc, on a une lignée ancestrale avec des événements de spéciation et des événements d'extinction qui va se diversifier au cours du temps pour aboutir au nombre d'espèces que l'on observe aujourd'hui dans un groupe d'espèces donné. Et de la même façon, on peut représenter par des modèles mathématiques comment la diversité phénotypique, représentée par exemple par un trait continu, peut évoluer le long de cette phylogénie pour expliquer la diversité en traits, en phénotypes que l'on observe aujourd'hui. Donc, je vais expliquer ça un peu plus en détail. Donc, les modèles dont on se sert pour faire ce type d'analyse sont des modèles aléatoires qu'on appelle des modèles de naissance-mort qui, à l'origine, ont été développés en dynamique des populations. Où ici, comme je le disais, donc les événements de branchement sont des événements de spéciation et les moments de mort sont des événements d'extinction. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce qu'on observe aujourd'hui, ou en tout cas ce qu'on arrive à reconstruire avec les données génétiques, comme je l'ai expliqué, c'est ce qu'on appelle un arbre reconstruit, où on a les relations de parenté et de divergence entre les espèces actuelles. Donc, l'arbre qui est à droite, que j'ai nommé phylogénie reconstruite. Et donc, des recherches qui ont été assez importantes dans les années 90 ont été de se rendre compte qu'à partir de cet arbre où il manque en fait toutes les espèces éteintes, on peut malgré tout obtenir des informations sur l'extinction. Donc, on considère ce modèle dont je vous parlais avec des taux de spéciation et d'extinction qui sont partagés pour l'ensemble des lignées. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on regarde à droite comment le nombre de lignées dans la phylogénie reconstruite s'accumule au cours du temps, si on n'avait pas d'extinction, donc en l'absence d'extinction, on aurait une croissance exponentielle, donc représentée par cette ligne en noir ici, là, sur une échelle log. On aurait une croissance exponentielle en l'absence d'extinction. Et ce qui se passe, et c'est un phénomène qu'on appelle le pool of present en anglais, c'est qu'en fait, on a une accélération de l'accumulation des lignées au cours du temps qui vient du fait que dans le passé, l'accumulation des lignées dans la phylogénie reconstruite est donnée par le taux net de diversification, donc le taux de spéciation moins le taux d'extinction, alors que vers le présent, les lignées qui vont s'éteindre ne sont pas encore éteintes et donc on tend vers le taux de spéciation. Donc, on a en tout cas un signal dans les phylogénies donc, qui vont avoir tendance en fait à pousser les nœuds de la phylogénie vers le présent qui représente en fait les processus d'extinction. Et donc ça, bon, c'est la partie intuitive. Ensuite, mathématiquement, ce qu'on peut faire, c'est on peut calculer les probabilités d'observer un arbre phylogénétique donné sous ce modèle. Et avec ces probabilités, donc, qui nous permettent de construire ce qu'on appelle des formules de vraisemblance, on peut trouver les paramètres, donc ici les taux de spéciation et d'extinction, qui vont maximiser la probabilité de voir les arbres que l'on voit aujourd'hui. Donc ça, c'est l'approche, on va dire, mathématique et statistique à partir de données phylogénétiques pour récupérer des paramètres qui nous intéressent, ici les paramètres de spéciation et d'extinction.
Donc ça, c'est l'idée que Ni et ses collègues ont eue dans les années 90. Et depuis, il y a eu une explosion de développement méthodologique, de modèles qui permettent de tester tout un tas de choses, de phénomènes sur la diversification à partir de données phylogénétiques. Donc, je vais donner quelques exemples en fait, de questions que j'ai posées au départ et de comment ces outils permettent de répondre à ces questions. Alors, donc, on a par exemple posé la question de pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus d'espèces dans les tropiques, donc qu'est-ce qui explique la richesse de la diversité tropicale. Et donc ici, on a mené cette étude sur les mammifères. Donc, on a à notre disposition une phylogénie des espèces de mammifères actuelles et des données sur leur répartition actuelle. Donc, on sait si les espèces sont présentes dans les tropiques ou présentes dans les zones tempérées. Et on va pouvoir appliquer des modèles où on va avoir des taux de spéciation et d'extinction qui dépendent de l'environnement du biome dans lequel vit l'espèce. Donc ici, par exemple, on a le biome A qui serait le biome tropical. Donc, on a un taux de spéciation, un taux d'extinction qui est lié à ce biome-là et un taux de spéciation et d'extinction qui est lié aux zones tempérées et également des taux de dispersion entre les deux biomes. Donc, on va pouvoir ajuster ce modèle à nos données phylogénétiques. Et ce que cela donne finalement, c'est une estimation des taux de spéciation dans les tropiques, ici en vert, et d'extinction dans les tropiques, et également dans les zones tempérées. Donc, on voit ici, par exemple, que les données et les modèles supportent l'hypothèse que j'avais énoncée avant, donc out of the tropics, où on voit les zones tropicales comme un berceau de la diversité avec des taux de spéciation plus élevés, des taux d'extinction plus faibles qui résultent en une accumulation de la diversité accrue dans ces zones-là. Et on voit également qu'on a des taux de dispersion plus élevés depuis les tropiques vers les zones tempérées que dans l'autre direction. Donc, ces données, ces résultats se répercutent sur l'ensemble des grandes familles de mammifères. Et donc, c'est une illustration de comment, à partir de données actuelles, on peut comprendre des gradients de diversité et quel a été le rôle des processus historiques de spéciation et extinction pour générer ces gradients de biodiversité. Une autre question qui est très importante pour l'évolution de la diversité, donc est-ce qu'il y a eu des extinctions de masse et s'ils ont eu lieu quand? Donc, comme on l'a dit, avec les données fossiles, on arrive assez bien à répondre à ces questions. Enfin, on arrive quand même à avoir de vrais résultats sur les invertébrés marins. C'est beaucoup plus difficile pour d'autres groupes. Donc, les scientifiques se sont posé la question de est-ce qu'on peut, à partir des phylogénies d'espèces actuelles, retrouver, identifier les événements d'extinction de masse. Alors là, on n'a pas de chance avec les modèles. Ce qui se passe, c'est qu'on a ce qu'on peut appeler un problème d'identifiabilité dans un modèle, c'est-à-dire qu'un processus où on va avoir un changement dans les taux de diversification au cours du temps ne va pas pouvoir être distingué d'un processus où les taux de diversification sont constants, mais il y a des événements d'extinction de masse. Donc là, ce serait ce qui est représenté en pointillé sur la figure de gauche. Mais on peut, en rajoutant en fait des informations telles qu'une information a priori, donc ça c'est l'utilisation de statistiques bayésiennes qui permet en fait de rajouter de l'information biologique sous la forme de prior. Donc si on rajoute une information a priori qu'une extinction de masse va éliminer à peu près 90% des espèces pour ne laisser que 10% des lignées présentes à l'époque de l'extinction de masse, à ce moment-là, on arrive à distinguer des changements dans les taux de diversification à des extinctions de masse. Et ici, on a un exemple où on a une détection des extinctions de masse chez les gymnospermes, ce qui serait difficile d'avoir par des données fossiles, par exemple.
Donc, on peut se poser la question d'essayer de détecter les extinctions de masse. On peut aussi se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé après les extinctions de masse. Donc ça, c'est quelque chose qui peut nous intéresser dans le contexte actuel de déclin de la biodiversité. Comment la biodiversité va répondre à ce déclin et quel temps est-ce que ça peut prendre. Donc ici, on voit par exemple chez les mammifères, une estimation des taux de diversification. Donc, plus on a des taux de diversification élevés et plus on a une diversification du vivant. Donc, chez les mammifères, après la crise, la dernière extinction de masse, hein, donc, du Crétacé tertiaire, donc il y a 65 derniers millions d'années, donc ça parlait avec la disparition des dinosaures. Et donc, on voit là qu'il y a effectivement, après cette extinction de masse, il y a un moment donné où il y a une grosse accélération de la diversification, mais elle est beaucoup plus tardive. Donc, il y a vraiment un timeline, un temps entre le moment où il y a l'extinction et la reprise, la diversification massive des mammifères, qui là est estimée plutôt autour de 40 millions d'années. Donc, bien sûr, ça va dépendre aussi de la qualité qu'on a dans les calibrations, des datations de nos phylogénies et aussi la qualité des modèles qu'on utilise, etc. Donc, ça permet de répondre à de telles questions. Une autre question qu'on s'est posée aussi, quel est le rôle des innovations clés dans la diversification du vivant? Donc, quand est-ce qu'on peut avoir des événements où un changement clé tel que la colonisation du milieu terrestre par les plantes aquatiques. Est-ce que ça va avoir un gros effet sur la diversification? Bon, il y a des innovations majeures qui sont quand même moins importantes que celles-là, mais on peut se poser la question. Et donc, les modèles nous permettent aussi de détecter à quel endroit de la diversification d'un certain groupe, donc ici on voit sur les vertébrés, à quel moment il y a eu une grosse accélération de la diversification. Donc là, c'est les événements qui sont marqués en jaune dans cette phylogénie. Et ce qu'on a fait, nous, c'est de construire un modèle qui permet de voir aussi des changements dans les taux de diversification plus graduels, donc avec l'idée que ce n'est pas forcément que des innovations majeures avec des gros changements de la diversification qui vont changer les vitesses d'accumulation de la diversité au cours du temps, mais peut-être aussi des variations plus graduelles qui sont liées en particulier au fait que les traits des espèces qui déterminent en partie leur taux de diversification sont en général hérités, et donc on peut s'attendre à avoir une héritabilité des taux de spéciation, mais avec des petits changements au moment des événements de spéciation. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est la comparaison du support statistique de différents modèles de diversification sur la phylogénie des oiseaux. Et donc, on a en bleu les modèles avec des taux de diversification qui seraient constants ou homogènes entre les différentes lignées. En vert, on a le modèle dont je viens de vous parler, donc celui qu'on a mis en place avec des variations graduelles des taux de diversification. Et en violet ou marron, on a des modèles qui représentent des innovations clés. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est que dans à peu près 40% des clades, on a un support statistique pour des modèles homogènes. Et pour le reste du vivant, à chaque fois qu'on voit un support statistique pour des variations de la diversification, ça va toujours être avec un modèle où on a des variations graduelles. Donc c'est vrai qu'on a cette idée que peut-être qu'il y a beaucoup de changements majeurs qui vont expliquer pourquoi on a un groupe qui d'un coup explose au niveau de sa diversification et fait une grosse radiation. Mais on voit que finalement, dans l'ensemble, si on regarde sur des groupes plus restreints, on peut avoir finalement un support plus important pour des modèles où on a des variations plus graduelles des taux de diversification. Donc, l'autre grande question qui s'est posée pendant le cours de crise, donc comment les changements environnementaux du passé sont corrélés avec les variations de la biodiversité. Donc, moi, je me suis pas mal posé cette question-là dans le contexte de variation des températures pendant les périodes géologiques, et en particulier parce qu'on voit
à l'heure actuelle une grosse corrélation entre des patrons de la biodiversité et les températures de surface. Et on voit également un tel effet sur les phénotypes, avec en particulier une tendance à des tailles d'organismes plus faibles dans les milieux chauds. Et il y a aussi pas mal de théories, en particulier la théorie métabolique de l'écologie, qui place une grande importance sur de la température sur pas mal de processus biologiques. Donc la température a des effets majeurs sur les taux métaboliques, sur les tailles des organismes et sur la productivité. Et donc ça, c'est rapporté pour un grand nombre d'organismes, des relations, par exemple, telles que, qui est connue sur le nom de loi de Kleber, où on a une relation entre métabolisme et température. Et donc ça, il y a la théorie métabolique de la biodiversité, prédit que cette relation entre métabolisme et température va avoir une chaîne de conséquences sur les taux de diversification, sur les taux d'évolution phénotypique, et une grosse importance sur finalement l'évolution du vivant au cours du temps. Ça, j'en parlais un petit peu aussi, le rôle de la température, enfin en tout cas ce qu'on peut voir au niveau des données sur l'effet de la température sur les tailles des organismes, donc avec des tailles plus faibles à température élevée, ici montré chez les copépodes, donc qui est connu sous le nom de loi de Bergman. Et la prédiction qu'on peut avoir à partir de ces hypothèses-là, c'est que les températures élevées devraient affecter de manière positive les taux de spéciation et d'évolution phénotypique. Et donc ceci parce qu'on augmente les taux métaboliques, on augmente les taux de mutation, on augmente les tailles de population également en baissant les tailles des organismes, on augmente la productivité, le nombre de niches. Et donc tous ces effets-là devraient avoir pour effet d'augmenter les taux de spéciation pendant les périodes géologiques élevées. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est de mettre en place des modèles qui permettent de tester cet effet des changements environnementaux du passé sur les taux de spéciation et d'extinction, en se basant sur les modèles de naissance-mort que je vous présentais juste avant. Et donc, je vais montrer une application sur un ensemble de plus de 200 phylogénies de tétrapodes, où on compare les supports statistiques de plusieurs modèles, soit qui incluent des dépendances à la température, soit qui ne les incluent pas, pour voir à quel point est-ce que ces hypothèses sur l'effet des températures passées sur les taux de diversification sont supportées ou non. Donc là, ce qu'on voit, c'est le nombre de phylogénies le pourcentage de phylogénie sur les plus de 200 qu'on a analysés, où on a un support pour des modèles où il y a un effet de la température, donc en marron ici, et les autres sont soit des modèles où on fait l'hypothèse que les taux sont constants dans le temps, ou qu'il y a une variation des taux mais qui ne dépendent pas de la température, ou des phénomènes de diverses dépendances. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de phylogénies qui supportent cette idée qu'il y a un effet des changements environnementaux du passé sur les taux de spéciation. Et quand on voit cet effet, ce qu'on voit, c'est un effet positif, donc ce qui est attendu, donc des taux de diversification plus élevés, des taux de spéciation plus élevés pendant les périodes géologiques chaudes. Et donc ça, avec une diminution des températures au cours du Cénozoïque, ça génère une diminution des taux de diversification au cours du Cénozoïque pour ces groupes. Donc, ce type de modèle est le même type de modèle qui a permis de trouver les résultats dont a parlé un peu Chris dans son cours juste avant, où on a utilisé ces modèles pour étudier la diversification des diatomées à partir des données Tara. Et où on a testé l'effet du potentiel d'un certain nombre de variables environnementales du passé mesurées sur les taux de diversification des diatomées.
Donc, ce qu'on a pu trouver, et c'est quand on compare donc, le support de ces différents modèles, donc là, la Kaiki Weight, c'est quelque chose qui mesure le support d'un modèle pour un certain processus. On a pu trouver un support important pour l'effet, ou en tout cas une corrélation entre les niveaux de CO2 et les taux de diversification chez les diatomées, avec des taux de spéciation plus élevés pendant les périodes qui correspondent à des températures froides avec des niveaux de CO2 bas. Donc, de la même façon qu'on a des modèles qui nous permettent d'étudier la diversification du vivant et donc se poser toutes ces questions sur le rôle des environnements passés pour moduler les vitesses de diversification du vivant, il y a une série de modèles qui nous permettent d'étudier l'évolution des phénotypes. Donc là, c'est ce qui est représenté sur le graphique de gauche, où on va modéliser un certain trait, par exemple la taille des organismes, le long d'une phylogénie d'espèces, avec l'idée que ce trait est hérité aux événements de spéciation, mais peut évoluer le long des branches de la phylogénie. Et on arrive, de la même façon que pour les modèles de diversification, à obtenir des formules de vraisemblance qui nous permettent d'ajuster ces modèles à des données qui, cette fois, sont des données qui comprennent la phylogénie des espèces et leurs traits actuels. Et de la même façon, on peut intégrer dans ces modèles une dépendance de la vitesse d'évolution des phénotypes aux environnements passés et mener le même type d'expérience que ce que j'ai pu montrer avant sur la diversification. Donc ici, on l'a fait sur les mammifères et les oiseaux, où on teste l'effet des températures passées sur les vitesses d'évolution de leur taille corporelle. Et donc, voilà les résultats. Donc, en orange, on a le support pour des modèles qui incluent une dépendance au climat. Et donc là, on voit de manière systématique un gros support, même si c'est comparé à pas mal d'autres modèles qui pourtant peuvent générer des tendances un peu similaires au cours du temps. On voit un gros support statistique pour des modèles où il y a effectivement une dépendance des taux d'évolution des masses corporelles aux températures passées. Quand on regarde la direction de cette dépendance, on voit aussi de manière assez récurrente, donc sur pratiquement l'ensemble des groupes, sauf les primates, donc sinon sur tous les autres groupes d'oiseaux ou de mammifères, on voit une dépendance négative, donc qui implique qu'on a des taux d'évolution plus élevés pendant les périodes géologiques froides. Donc là, c'est qui génère au cours du Cénozoïque une accélération des vitesses d'évolution des phénotypes. Donc là, c'est le résultat un peu contraire à ce qui aurait pu être prédit par la théorie métabolique de la biodiversité dont je parlais, et où l'interprétation vient du fait, très certainement, de pression de sélection accrue pendant les périodes géologiques froides qui poussent en fait à avoir des évolutions phénotypiques également plus rapides pour s'adapter à des environnements qui changent de manière beaucoup plus rapide. Donc, si on revient maintenant à la question de l'évolution graduée ou ponctuée, donc, si vous vous rappelez ce que j'avais montré comme graphique, en fait, quand j'ai dit qu'on avait des modèles qui nous permettent de modéliser l'évolution des phénotypes au cours du temps, donc c'était le graphique qui est à gauche ici. Donc, on a une évolution qui est représentée par un mouvement brownien. Donc, ce sont des variations normales gaussiennes autour d'une valeur ancestrale. Donc, c'est des petites variations comme elles sont représentées ici. Et aux événements de spéciation, le trait ancestral est hérité chez les deux espèces filles.
Donc là, on est vraiment dans la représentation du gradualisme, hein, de l'évolution phénotypique, et la majorité de nos modèles phénotypiques sont basés sur ces modèles-là, très certainement parce que quand même on a le grand imprint de la théorie darwinienne de l'évolution en tête, et aussi peut-être parce que d'un point de vue mathématique et théorique, c'était plus facile à traiter, mais en tout cas, la grande majorité de nos modèles reposent sur cette notion d'évolution graduelle. Malgré tout, récemment, il y a des gens qui se sont penchés sur le fait de modéliser une évolution ponctuée et de voir si cette évolution ponctuée avait trouvé un support statistique dans nos données actuelles. Donc là, si on représente l'évolution ponctuée, on a aux événements de spéciation non plus une héritabilité des traits, mais potentiellement un gros saut phénotypique, donc avec la valeur du trait qui change de manière spectaculaire aux événements de spéciation. Donc ça a pu être représenté par des modèles mathématiques qui s'appellent les modèles de Lévy. Et donc, on peut à la fois ajuster ces modèles aux données phénotypiques et phylogénétiques actuelles et comparer le support de ces modèles à d'autres modèles où on a une évolution graduée. Donc là, ce que vous voyez, c'est en violet le support de modèles où on a de punctuated evolution, donc une évolution ponctuée. En gris, c'est le modèle brownien, donc avec un taux constant et une évolution graduelle. Et puis en orange, c'est un modèle avec des taux qui décroît dans le temps, parce que ça, c'est lié à l'hypothèse à la théorie de la radiation adaptative, où on s'attendrait à ce que les taux diminuent au cours du temps avec un remplissage des niches écologiques. Et finalement, en rose, c'est un modèle qu'on appelle le modèle Hochstein-Uhlenbeck, qui représente l'idée aussi, qui est aussi une évolution graduelle, mais avec un certain optimum du phénotype lié, par exemple, à une adaptation particulière à un habitat. Et donc, on voit que pour un certain nombre de groupes d'espèces, effectivement, il va y avoir un support important pour des processus ponctués avec des changements majeurs des phénotypes aux événements de spéciation. Alors avec les modèles, l'histoire n'est jamais terminée, hein, c'est comme avec l'exploration des fossiles. On construit toujours des modèles plus complexes pour mieux intégrer les processus biologiques et écologiques. Et donc nous en particulier, on s'est posé la question de... on sait aussi que les taux d'évolution varient entre lignées. Et si on ne prend pas en compte le fait que les taux varient entre lignées, de manière automatique, en fait, il y a certaines variations des taux qui vont plutôt être interprétées par des sauts dans les phénotypes. Et donc, on met en place des modèles où on a à la fois ces processus ponctués, mais aussi la possibilité que les taux varient, les taux d'évolution des phénotypes varient entre lignées. Donc ça, ce sont des modèles qu'on est en train de mettre en place. Donc, pardon pour les figures, c'est un peu préliminaire comme résultat. Mais ici, voilà, les résultats, c'est sur les mammifères et en encadré. Donc, ce sont les modèles ce sont des modèles qui représentent le fait que les taux d'évolution varient entre lignées, mais sans saut évolutif. Sans saut dans les traits. Et donc finalement, là où on trouve le plus de support pour nos modèles, ça va être le cas où on n'a pas de saut dans les traits aux événements de spéciation, mais où par contre, on a des variations dans les taux d'évolution des phénotypes le long des lignées. Donc, de la même façon qu'on peut se poser la question dans l'évolution phénotypique, est-ce qu'on a une évolution plutôt graduelle ou une évolution plutôt ponctuée? On peut se poser la même question au niveau des gènes. Donc ça, c'est pareil, en fait, la façon dont on reconstruit les phylogénies actuellement et le processus que j'ai décrit auparavant, où j'ai expliqué comment on utilisait l'horloge moléculaire pour dater les phylogénies. Donc on fait l'hypothèse que l'évolution moléculaire est graduelle. Donc là, vous le voyez bien, on suppose qu'il n'y a pas de changement au moment du split entre l'ancêtre commun et les deux espèces filles.
mais que les substitutions se font le long des branches de la phylogénie, donc de manière anagénétique, pas aux événements de spéciation. Alors, il y a des gens qui se sont déjà posé la question de est-ce qu'il ne pourrait pas aussi y avoir une contribution importante de changement moléculaire aux événements de spéciation, où là, il y aurait des substitutions rapides à ce moment-là. Et donc, avec des approches un petit peu ad hoc, donc pas trop basées sur des modèles. Les auteurs, là, en 2006, avaient trouvé qu'il y aurait à peu près un peu plus de 20% des changements dans les molécules ADN, donc au niveau des gènes, qui seraient attribués à des phénomènes d'évolution ponctués aux événements de spéciation, et que ces événements ponctués pourraient avoir lieu de manière à peu près 2 fois plus importante chez les plantes et les champignons que chez les animaux. Donc depuis, les méthodes qui ont été utilisées pour obtenir ces résultats ont été pas mal critiquées. Et donc finalement, on pense qu'on ne peut pas s'appuyer, ou prendre ce résultat-là comme acquis. Mais par contre, il n'y a pas vraiment eu de développement méthodologique nouveau qui ont permis d'intégrer le fait qu'on peut avoir de l'évolution ponctuée aussi au niveau moléculaire, et de pouvoir inférer à quel point est-ce que des événements d'évolution ponctuée au niveau moléculaire sont importants pour comprendre les variations génétiques entre espèces. Alors, de manière très récente, avec mon collègue Amaury Lambert, qui mène une équipe ici au Collège de France, donc au Centre interdisciplinaire sur la recherche sur la biodiversité, on a mis en place un tel modèle où donc on a à la fois en arrière-plan un modèle d'évolution moléculaire graduelle, donc qui marche comme une horloge moléculaire classique, mais en plus, aux événements de spéciation, on va avoir la possibilité qu'avec une certaine probabilité, on ait ce qu'on a appelé un événement de spike, où il y a des substitutions qui arrivent avec où chaque site dans le gène va avoir une substitution avec une certaine probabilité K. Donc là, on représente vraiment la possibilité qu'aux événements de spéciation, il y ait des gros changements au niveau génétique. Donc ça demande un peu des développements mathématiques pour pouvoir développer de tels modèles, mais au final, c'est toujours pareil. Donc, on arrive finalement à ajuster ce modèle-là à des données qui représentent les phylogénies des espèces actuelles et des gènes associés aux espèces actuelles. Donc, par exemple, ici, on a une application sur des gènes qui sont connus pour encoder la production de venin chez les serpents, donc où on a appliqué le modèle, et les points que vous voyez sont les endroits où on a trouvé un support pour le fait qu'il y ait une évolution moléculaire ponctuée, et le nombre qu'on voit, c'est le nombre moyen de spike qui a pu avoir, alors soit à l'événement de spéciation qui est indiqué, soit le long de la branche, mais qui représente quand même des événements de spéciation, puisque dans ces phylogénies reconstruites, il y a des spéciations cachées, qui sont toutes les spéciations qui n'ont pas abouti à des espèces actuelles, et donc qu'on ne voit pas dans la phylogénie reconstruite. Mais donc, ce qu'on voit ici, c'est que donc, malgré le fait qu'on modélise aussi une évolution moléculaire gradulée le long des branches, il y a aussi le support pour des variations rapides aux événements de spéciation, et assez fréquemment. Et pour valider un petit peu quand même qu'on n'a pas ces résultats de manière artifactuelle, on a mené le même type d'approche sur des gènes dont on pense qu'ils sont plus neutres, qui n'ont pas vraiment de rôle adaptatif, et à ce moment-là, on ne détecte pas d'événements de spike comme on peut détecter ici. Donc, je vais plus ou moins conclure à partir d'ici. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec les modèles, mais pour dire qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur comment la biodiversité a évolué, même au niveau de ces modes d'évolution, comme on l'a vu sur le cas du gradualisme versus évolution ponctuée. Et donc, beaucoup à apprendre pour comprendre comment la biodiversité évolue
pour générer la biodiversité telle qu'on la voit autour de nous aujourd'hui. Et on voit que des données à la fois du passé et du présent, et de plus en plus aussi une combinaison de ces deux types de données dans une même analyse, nous permettent de mieux comprendre l'évolution dans le temps passé de la biodiversité. Et on peut dire aussi que cette façon de regarder comment la biodiversité a varié dans le temps, comment elle a répondu à des extinctions de masse, comment elle a répondu à des changements environnementaux dans le passé, peut vraiment nous aider à mieux appréhender en fait, les changements actuels et les extinctions que l'on voit à l'heure actuelle. Et la deuxième chose que je voudrais mentionner, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à peu près tous les exemples que j'ai donnés, sauf peut-être l'exemple sur les diatomées, étaient des exemples sur les mammifères, les oiseaux, les serpents, donc des macro-eucaryotes. Et c'est un gros challenge, mais on essaye de travailler sur à la fois l'acquisition des données et des modèles adaptés qui permettent d'étendre ce type d'analyse pour avoir une vision plus intégrative de notre compréhension de l'évolution de la diversification du vivant, qui ne soit pas basée que sur des macro-eucaryotes. Mais à l'heure actuelle, toutes nos idées la plupart de nos idées que l'on a à partir de ces méthodes sur l'évolution du vivant sont basées sur des macro-eucaryotes, mammifères, oiseaux, plantes, etc. Pour votre attention, et je ne sais pas s'il y a la possibilité d'avoir des questions, mais peut-être au moins par Chris. Alors, merci, super Hélène. Tu as couvert beaucoup d'aspects intéressants. Oui, c'est dommage qu'on ne peut pas avoir les questions à travers le chat. Mais pour les écouteurs, si vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas à nous écrire par email. On va essayer de vous répondre. Mais voilà, Hélène, merci beaucoup. Tu as touché plusieurs points très intéressants, très complémentaires à ce que j'ai essayé de montrer. L'évolution ponctuée, par exemple, par rapport au gradualisme, c'est un élément qui m'intéresse beaucoup. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a plusieurs méthodes où les scientifiques ont essayé d'aborder ces hypothèses. Et si je comprends bien, la réponse à la question, est-ce que c'est du gradualisme, est-ce que c'est d'équilibrium ponctué, ça dépend probablement. Ça dépend quel organisme et ça dépend peut-être quel gène ou quel mécanisme, quel phénomène phénotypique on s'interroge, c'est ça? Oui, tout à fait. Enfin, c'est un peu toujours quand on regarde comme ça des grandes théories qui sont un peu censées finalement s'opposer, elles ne s'opposent pas tant que ça. C'est-à-dire que finalement, il y a très certainement les deux processus qui sont en jeu. Donc, à la fois des évolutions graduelles sur certains traits, la plupart du temps, avec des petites variations. Et par contre, de temps en temps, effectivement, des changements majeurs. À quel point est-ce que ces changements majeurs par rapport à des événements graduels, mais qui, eux, sont beaucoup plus fréquents, qu'est-ce qui finalement domine l'évolution du vivant? Moi, j'aurais tendance à dire, avec ce qu'on a pu voir, que les petits changements, mais qui ont lieu tout le temps et sur toutes les lignées, finalement vont expliquer plus de la diversité phénotypique et de la diversité qu'on voit aujourd'hui, mais malgré tout, des exemples d'évolution très rapide avec des phénomènes ponctués. Il y a également des exemples que l'on peut trouver. Donc, combinaison des deux, et c'est notre exercice, on va dire, ça a pu être d'essayer, dans les années qui viennent, d'essayer de quantifier à quel point c'est tel ou tel mécanisme qui prédomine, mais très certainement les deux de toute façon. Oui. Et pour ce qui concerne les recherches basées sur les horloges moléculaires,
Donc, il dépend sur l'idée que le taux de mutation est constant Oui. au fil du temps. Mm. Est-ce que, à ton avis, ça c'est un gros problème ou c'est un petit problème? Est-ce qu'il y a les résultats qui montrent que le taux de mutation effectivement est assez constant au fil du temps, ou est-ce qu'il y a des incertitudes? Alors, la première réponse quand même, c'est que comme c'est une grosse hypothèse et que très clairement, si on regarde des organismes qui sont très divergents, clairement, ça ne va pas être une hypothèse qui tient. Il y a eu de gros progrès pour développer ce qu'on appelle les horloges relâchées. Donc, en fait, maintenant, quand on fait de la datation, on ne fait plus l'hypothèse qu'il y a une horloge stricte, mais les taux peuvent varier le long des branches avec différentes façons de modéliser comment les taux, justement, varient. Mais ça, c'est une hypothèse qui a été relâchée dans les modèles maintenant. Heureusement, oui, parce que sinon, effectivement, c'est une grosse hypothèse qui pourrait pas mal biaiser certaines des datations. Ok, ok. Il y a aussi toute une discipline qui s'est développée autour de l'évolution expérimentale, de laisser faire l'évolution dans le laboratoire pour Escherichia coli, ou pour la levure, ou autres organismes, et attendre et de suivre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ce genre de manip a donné des fruits, à ton avis, sur les mécanismes d'évolution, d'adaptation? Est-ce que, à ton avis, avec ce genre de manip, on est vraiment à l'échelle de micro-événements, micro-évolutions? Et donc, on ne va pas réussir à comprendre les grands événements qui touchent l'évolution à une échelle plus longue, de temps plus long. Ça, je pense que c'est vraiment une grande question où personne vraiment n'a la réponse. C'est vrai que, à quel point est-ce que les mécanismes, souvent ce qu'on fait du point de vue de la divergence en évolution expérimentale, on va focaliser sur le fait de voir quels sont les mécanismes qui génèrent de la divergence entre deux sous-populations, par exemple. Et ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point est-ce que c'est ce mécanisme de divergence qui finalement drive le taux de spéciation sur des échelles de temps macroévolutives. Ça, où on ne le sait pas du tout. Ou est-ce que finalement, c'est pas tant la divergence, mais par exemple le fait qu'une fois qu'on a divergé, il n'y ait pas d'hybridation après qui font qu'on n'a pas finalement la complétion de la spéciation. Donc on sait. L'hypothèse qui est faite dans ces expérimentations, c'est que ce qui va être important pour la spéciation, c'est le mécanisme de divergence. Mais est-ce que c'est vraiment le cas à l'échelle macro-évolutive? Je pense qu'on ne le sait pas vraiment. Certainement un des mécanismes très importants, mais ce n'est pas le seul. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le savoir à quel point est-ce que c'est vraiment le mécanisme de divergence qui drive tout. Le tempo, en tout cas, de spéciation et à l'échelle de temps macro-évolutive. Oui, oui, oui. Mm. Et si je rappelle bien, il y a un seul exemple de spéciation qui a été observé, qui concerne les finches aux Galapagos, les finches de Darwin, qui peut-être une nouvelle espèce est apparue récemment grâce à une hybridation entre deux espèces différentes qui a ensuite s'est établie dans son écosystème sur une île. Je ne sais pas si tu peux dire quelque chose sur cet événement, cette observation de spéciation qui, à mon avis, c'est le seul qui a été vraiment observé, qui nous permet d'aller commencer à voir les mécanismes éventuellement.
de spécial? Oui, je pense que c'est peut-être le seul qui a été observé, mais par contre, il y a des marques enfin, peut-être que tu sais ça mieux que moi, mais je pense dans les génomes actuels, comme quoi ce mécanisme-là de spéciation par hybridation d'espèces d'espèces bien différentes enfin, c'est pas fréquent, mais ça arrive quand même régulièrement. Il me semble qu'il y a pas mal de signaux dans les données génomiques qui suggèrent que c'est un mécanisme qui peut avoir lieu, qui, peut, ouais, qui a eu lieu de manière assez fréquente. Ok, super, ok. Et peut-être une dernière question sur, bon, un peu sur les perspectives. À ton avis, quels sont les points de blocage dans les méthodes actuelles de ton discipline? C'est clair que c'est possible de continuer de développer le modèle. C'est clair que plus de données qui sont disponibles, mieux c'est pour enrichir les modèles, pour tester les modèles. Certes, la génomique avance, va continuer à avancer, à donner des données pour pouvoir injecter dans les modèles. Mais je suppose qu'on va toucher les limites de la génomique. On ne peut pas tout faire avec la génomique. Il y a les gens qui aujourd'hui font le paléogénomique. Ils arrivent à environ 1 million d'années dans le temps. Avec les approches de paléogénomique, c'est très bien, mais on est encore très, très, très loin de pouvoir étudier qu'est-ce qui s'est passé à l'Éocène, fin Crétacé, etc. Et on sait que l'enregistre des fossiles est très biaisé. Est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes de paléontologie qui vont nous permettre de dépasser un peu les frontières pour mieux comprendre à travers l'analyse des fossiles, des roches, de manière plus globale ou de manière, avec des méthodes chimiques, des marqueurs. Est-ce que tu as un avis sur ça? Pas trop, non. Non, pas trop. Je suis désolée. Non, je suis pas paléo, donc je sais pas trop quelles nouvelles techniques sont envisagées pour aller plus loin dans le passé. Ce que je sais, moi, au niveau de là où on en est, de l'intégration déjà même sur un passé plus récent, hein, où même pas la peine de remonter trop loin pour se dire que à partir simplement de données actuelles, il y a forcément des problèmes qui vont se poser, que les modèles vont pas tout régler en fait. On a quand même et que l'intégration des données fossiles et de l'outil moléculaire est vraiment important. Et ça a commencé, mais il y a encore énormément d'efforts à faire pour développer les outils qui permettent de faire cette analyse vraiment jointe, c'est-à-dire pas d'un côté de dire voilà ce que me disent les fossiles, voilà ce que me disent la phylogénie moléculaire, mais vraiment je prends en compte les deux types de données et j'arrive à faire une inférence jointe. Ça, on est quand même encore au début de tel développement. Donc je ne sais pas au niveau d'acquérir plus de données dans le passé vraiment ancien, mais même pour le récent, il y a encore pas mal de progrès qui va pouvoir être fait par cette intégration, et qui est pas facile à faire d'un point de vue méthodologique et aussi de regrouper des personnes avec des compétences très différentes et tout ça, quoi. Ouais, donc beaucoup de challenges, soit techniques, soit au niveau de la connaissance, les hypothèses. Il y a encore beaucoup de choses à analyser. OK. Oui. Donc voilà, ça laisse beaucoup d'espace pour les jeunes scientifiques à se développer. Voilà. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Il y a du travail. Oui, OK. Bon, je pense on termine là. Merci beaucoup, Hélène. Ça a été Merci, Chris. extrêmement enrichissant.
Voilà, et à bientôt. Merci encore. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.